Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h Greenwich Mean Time. 14 ans après sa création, la Commission nationale anticorruption CONAC vient de produire son 10e rapport. L'institution chargée de prévenir ou de juguler la corruption au Cameroun indique qu'un important gain financier a été enregistré ces 10 dernières années. Selon le révérend Dieudonné Massigams, président de la CONAC, pour l'État, les gains financiers cumulés de 2011 à 2017 sont de plus de 1652 milliards de francs CFA. Ceci grâce à la collaboration avec le tribunal criminel spécial et la Cour suprême. Toutefois, à la CONAC, l'on reconnaît que l'on peut faire mieux avec un renforcement des ressources financières et humaines, décentraliser l'institution et surtout la rapprocher des populations et des services. La CONAC sollicite également plus de pouvoir à travers l'adoption d'une loi anti-corruption. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. CONAC, 1652 milliards de gains pour l'État, mission réussie. C'est une interrogation, Madame, Monsieur, pour tenter de comprendre et de répondre à cette question. Bonsoir, Paul Chenjou. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à tes milliers de téléspectateurs répartis sur la planète Terre. Voilà, bienvenue une fois de plus. Merci, je suis honoré. Voilà. Bonsoir, Élie Tcheman. Bonsoir, Monsieur Serge Alain. Bienvenue. Merci pour le retour sur votre plateau. Bonsoir à mes copanélistes et surtout bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Voilà. Bonsoir Serge Gauthier Onanina. Bonsoir Serge Alain Autou, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir aux militants du PULS, bonsoir aux syndicats féminins et masculins. Il paraît que c'est la mode maintenant. Il y a un syndicat féminin aussi. C'est la mode. Moi, je n'en fais pas partie, mais je me rends compte que tout le monde crée des syndicats, ça fait jaser, ça nous éloigne de temps en temps de la politique et d'un peu de tension. Okay. Bonsoir, Maître Fidèle Dubussi. Bonsoir, Serge Alain. Et je salue tous les téléspectateurs de Equinox Soir qui, davantage, sont très nombreux et qui viennent près d'Equinox pour recevoir l'éducation politique qui est nécessaire pour l'évolution de la démocratie dans notre pays, parce que nous rêvons d'un pays qui est moderne, d'un État moderne, d'un État dans lequel les citoyens se comportent conformément à la loi. C'est ça qu'on appelle l'État de droit. Les citoyens comme les administrations, les institutions publiques comme les institutions privées doivent obéir à la loi et surtout respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Voilà. Le prochain jour, 10e rapport de la CONAC. Quel commentaire pour vous? Ben écoutez, moi je pense que le prétexte c'est cette une du quotidien gouvernemental qui parle de 1656 milliards de francs épargnés dans ce laps de temps-là. Évidemment, je commencerai par me poser d'abord cette question. Est-ce qu'un tel chiffre se comprend dans l'environnement camerounais? Et à cette question, je vais d'abord répondre par oui. C'est un environnement marqué par cet instinct de faire croire que le blanc est noir et le noir est blanc. C'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve dans un camp comme dans l'autre, on a toujours tendance à flétrir les faits. Parce que, voyez-vous, lorsqu'on nous brandit ces chiffres de 1600 milliards, évidemment, ceux qui le brandissent jubilent et le font avec une certaine détermination, avec des preuves. De l'autre côté, des observateurs comme nous, parce que je suis journaliste, vous l'avez rappelé, et le journaliste est d'abord un observateur de la société. Lorsque j'ai fini d'observer cette CONAC-là, lorsque j'ai fini d'analyser les chiffres, je ne peux que pouffer de rire, parce qu'en réalité, dire qu'on a pu épargner 1600 milliards en 10 ans, je me pose bien des questions. Et ces 1600 milliards, qu'est-ce qu'on en a fait? Si tel est que, parce que là, il faut bien comprendre qu'en fait, c'est pas, les 1600 milliards, c'est pas dit que la CONAC a
récupérer 1600 milliards, c'est de dire que la CONAC a permis à l'État de gagner cet argent-là. Maintenant, si les missions de la CONAC sont des missions de sensibilisation, des missions d'accompagnement, des missions de lutte contre la corruption, et lorsque je regarde ce qui se passe seulement sur nos axes routiers, les 1600 milliards ne peuvent que me donner l'envie de rire. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur ce sujet. Pour vous, ce chiffre, après le 10e rapport, 1652 milliards de gains cumulés moi, je sur crois 6 ans. Vous savez, actuellement, le Cameroun vit une conjoncture internationale due au Covid, accompagnée des aides sordides et tristes guerres dans laquelle nous sommes empêtrés depuis 4 ans. Et un chiffre comme celui-là, pour moi, je n'ai pas de jugement à faire parce que, vu la déliquescence de notre pays actuellement, quelle que soit, aussi minime soit-elle, l'action qui puisse permettre d'avoir une économie, c'est toujours la bienvenue. On peut épiloguer dessus, mais le chiffre qui nous est donné, la question que je me pose, c'est le chiffre de quelle année? L'idéal aurait été de dire, nous on a collecté 1600 milliards avec un taux de progression qui montre l'effort du travail fait, ou alors en nous expliquant très concrètement, chaque année, combien on a perçu pour en arriver là. Cela étant, nous n'allons pas cracher sur les 1600 milliards. Faut-il se poser la question, comme le copanéliste l'a dit tout à l'heure, à quoi ça sert? Voilà. Voilà, Serge Gauthier Nanina, vous avez fait un petit calcul, hein? Ça fait combien entre 2011 et 2017? Alors, 1652 milliards, ça fait 275 milliards, 275,33 milliards par an. Mais pour aller abonder dans le sens du journaliste, de mon copanéliste journaliste tout à l'heure, il faut dire que les experts qui font une analyse sur la corruption au Cameroun indiquent que les recettes qui disparaissent du fait de la corruption représentent exactement 40% de ce secteur ou de ce domaine. Ça veut dire que le budget du Cameroun aujourd'hui est environ de 4800 milliards de francs CFA de cette année. Si vous faites 40% de ce chiffre, vous avez 1920 milliards pour une année uniquement. Donc la CONAC est très loin de nos attentes. Ça, c'est la première des choses. Mais comme le disait l'aîné tout à l'heure, une bonne nouvelle, c'est déjà une bonne nouvelle, parce qu'on ne peut pas en même temps déplorer la corruption et le pillage de la ressource publique et cracher sur toute tentative de la combattre. Oui. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que il faut également dire qu'on a parlé de 300 entreprises suspendues dans le cadre de cette opération qui va de 2011 à 2017 ou à 2020, c'est selon les bords. Mais j'ai envie de me poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de ce même entrepreneur qui, par délinquance, multiplie les entreprises et pose les mêmes actes. Parce que l'entreprise, elle peut être suspendue, mais l'entrepreneur, lui, il est délinquant de nature. Est-ce que ce n'est pas à un moment, en plus de le sanctionner, lui, est-ce qu'il n'y a pas nécessité de le suivre? C'est-à-dire que pas de le suivre en tant qu'individu, d'en faire un problème de personne, mais quand même de le marquer, de le ficher, pour que s'il continue à créer, qu'il atteigne 2 à 3 chiffres d'entreprises ou un nombre d'entreprises qui peuvent, ces entreprises, ne pas respecter un certain nombre, être dans les malversations ou bien dans la corruption, ou ne pas respecter le cahier de charges, être suspendu. Donc, ça m'a également intéressé. Il y a également un élément, Serge Alain, qui m'a intéressé dans cette analyse. On parle de l'indice de perception de la corruption. Il paraîtrait que c'est passé de 6,6% à 0,73%. Ça dit que ça a baissé. Sauf que le policier continue à prendre ses 500. C'est 500 maintenant? À percevoir, c'est 500. Sauf que les proviseurs continuent à vendre les places dans les lycées. Sauf que les magistrats continuent, ou la magistrature continue à avoir la réputation d'être un corps corrompu. Sauf que les cadres des ministères des Finances, les douaniers, continuent à avoir la réputation d'avoir les maisons les plus luxueuses en moins de 5 à 10 ans de carrière. La question de fond, donc,
Et c'est là où on peut interroger, questionner la méthodologie. Qui était la cible de la CONAC? Qui est la cible de la CONAC? Si le Camerounais de l'arrière-pays, comme nous on dit en politique, le Camerounais d'en bas, continue, lui, à être témoin direct de cette corruption et d'en être une victime directe, immédiate. Qui était la cible de la CONAC? Est-ce que, et on peut même encore pousser le raisonnement plus loin, est-ce que cette CONAC a le courage, ou pourrait avoir le courage de toucher, de s'attaquer aux intouchables? Parce qu'on dit... Les intouchables pour vous, ici, c'est... Je prends un exemple clair. Oui. L'une des prochaines cibles de la CONAC dans ses missions ou dans ses objectifs, c'est la circulation routière, donc la corruption. Ben, tout le monde sait que 31% de la corruption, le numéro 1, la justice représente 31% du taux de corruption. La CONAC aurait-elle alors le courage de s'attaquer à un corps aussi intouchable que la justice? La CONAC aurait-elle le courage de s'attaquer aux hauts commis de l'État qui occupent des hautes responsabilités et qui, je prends un cas simple, des députés de cette République du Cameroun ont évoqué un certain nombre de malversations, alors de mauvaise gestion de budget dans le cadre de projets. Alors, qu'en a fait la CONAC? Est-ce que la CONAC nous a dit qu'elle avait cette capacité de pousser son courage et sa mission, son action aussi loin? C'est autant d'interrogations vraiment qui, dans le domaine du bois, c'est 100 milliards de pertes par an dessus de la CONAC. Donc, moi je continue et c'est par là que je vais chuter. Serge Alain, excellent rapport, chiffres intéressants parce qu'on a besoin d'argent, en se posant la question de savoir si sauvegarder, c'est que cet argent est stocké quelque part, ou alors c'est qu'on a juste empêché que les gens fassent la corruption, à la CONAC de nous fournir. Mais les mots choco, bière, donne-moi le taxi, vient motiver le dossier, faire avancer le dossier, carburant, n'ont pas disparu. Ils ne sont plus pas tabous, ils sont toujours à la mode. Ça veut dire que la CONAC peut-être devrait revoir ou alors étendre sa cible. Maître Fidèle Djibissi, vous, je vous vois sourire. Est-ce que ce chiffre-là, vous, par rapport, disons, que pensez-vous de ce 10e rapport, d'abord, d'entrée de jeu? C'est un 10e rapport, un énième rapport de la CONAC qui laisse les Camerounais toujours insatisfaits. Parce que, voyez-vous, Saint-Jalin, je vais vous dire que la CONAC, telle qu'elle fonctionne, est une institution qui est inefficace et qui ne peut pas réussir sa mission. Et comme elle ne peut pas réussir... Il ne s'attaque pas à tous les secteurs, comme a dit Serge Gauthier. Serge a bien fait de le relever. J'ai été même surpris que Serge puisse relever qu'aujourd'hui, l'indice de perception de la corruption est passé de 6 à 0,75. C'est toujours les chiffres comme ça que la CONAC avance pour donner l'impression qu'elle travaille, pour donner l'impression qu'elle est utile. La CONAC telle qu'elle est organisée et telle qu'elle fonctionne, c'est-à-dire dans sa structure et dans son opération, ne peut pas réussir. Et comme elle ne peut pas réussir, elle va toujours trouver des stratagèmes pour justifier son existence. Moi je dis le chiffre de 1652 milliards là, c'est de la poudre aux yeux des Camerounais. Parce que la CONAC ne peut pas vous démontrer qu'elle a sauvegardé 1652 milliards. Vous voyez, même dans l'article qui est publié dans Cameroun Tribune de ce matin et l'interview du président de la CONAC, il reste évasif et il est dans les généralités et il ne donne pas de détails. Et je suis tellement convaincu de ma position que si j'ai bien relevé tout à l'heure, qu'il a posé la question, quelle est la cible de la CONAC? Parce que la cible de la CONAC, elle est bien précise. Parce que c'est la corruption stricto sensu. Ouais. On connaît c'est pas la corruption d'ordre général. Parce que la corruption d'ordre général, c'est quoi? C'est le comportement, c'est dans ça dit les mœurs. Mœurs par rapport à la fortune publique, ceux qui détournent les deniers publics, et ceux qui confondent les caisses de l'État avec leur propre poche. Ça, et ceux qui violent les lois. Ça, tout ça, on appelle, c'est la corruption d'ordre général. Mais il faut remarquer que le législateur camerounais a fait la distinction. Parce qu'il n'y a pas que la CONAC qui
lutte contre les atteintes à la fortune publique. Parce que la CONAC, elle, dans son rapport, dans l'article de Cameroun Tribune ce matin, ou bien l'interview du président de la CONAC, il fait un amalgame en parlant de la NIF, en parlant du contrôle supérieur de l'État, du conseil de discipline budgétaire, et en parlant de la Cour suprême, pour ce qui est de la Chambre des comptes. Le législateur a bien fait la répartition en disant que le contrôle supérieur de l'État s'occupe de ceux qui gèrent les deniers publics. Les finances publiques. Oui, les finances publiques. Et le conseil de discipline budgétaire traite ce genre de dossier. C'est-à-dire ceux qui ont tous ceux qui gèrent les deniers publics. Alors, ceux-là, lorsqu'ils se rendent coupables de mauvaise gestion, nous avons vu des cas, et vous allez relever, parce que la CONAC dit qu'avec le concours du tribunal criminel spécial, mais je mets à la CONAC au défi de prouver un seul cas de personnes poursuivies, d'auteurs de corruption, qui passent devant le tribunal criminel spécial. Tous les dossiers qui passent devant le tribunal criminel spécial, c'est des dossiers venus du conseil de discipline budgétaire. C'est-à-dire le fruit du travail du contrôle supérieur de l'État. Ou bien les cas qui viennent de l'ANIF, qui est l'Agence nationale d'investigation financière. C'est-à-dire que dans le cadre du travail de l'ANIF, il peut découvrir des actes qui sont des actes de détournement de deniers publics. C'est-à-dire parfois, quand on voit des flux financiers, des transactions financières, on peut soupçonner, il y a des cas comme ça qui passent devant le tribunal criminel spécial parce que c'est la NIF qui a tiré la sonnette d'alerte et qui a fait le dossier et a transmis au tribunal. Mais je disais que la cible de la CONAC, c'est quoi? C'est la corruption. La corruption telle que définie dans le code pénal, en ses articles 134 et 134, 161 et 312. Parce que il faut distinguer, il y a la corruption dans le secteur public et le secteur privé. Et les gens oublient souvent que même dans le secteur privé, il y a une corruption. Et elle est même parfois plus grave que celle qui se déroule dans le secteur public. Et le code pénal a prévu. Et la corruption, c'est un fléau qui est difficile à appréhender. Parce que ça se passe dans les secrets. On parle des bakchiches, on parle des dessous de table. Et il est souvent difficile de dénicher, de débusquer les auteurs de la corruption. Et c'est ce travail-là que la CONAC doit faire. C'est ces investigations. La CONAC annonce qu'il y a eu des dénonciations. Voilà. Mais elle ne dit pas 11 900 dénonciations. En 2019. Oui. Donc, vous voyez que les Camerounais même ont la volonté d'aider la CONAC, de collaborer avec la CONAC pour qu'on puisse juguler ce fléau-là. Parce que c'est un fléau qui fait mal aux Camerounais. Et les Camerounais, au départ, avaient placé beaucoup d'espoir à la CONAC. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que la CONAC est inefficace. Et balance les chiffres comme ça. Il vous souvient qu'en 2018, dans le cadre de son rapport avec la société Congecam, elle avait balancé un chiffre rapport de 2017. 32 milliards. Oui, rapport de 2018, de Fraude fiscale et opérations décembre de 2018, 32 milliards. Comme un trophée de guerre. Et nous nous sommes retrouvés, quand j'ai été interpellé dans ce dossier, nous avons étudié le dossier, nous avons vu que la CONAC est allée prendre les documents relatifs à des contrôles des inspecteurs des impôts et des inspecteurs de douane pour dire que ici, là, il y a eu corruption. Il y a eu une affaire de transfert de capitaux pour payer les fournisseurs de la société Congecam. 5 milliards d'une part et 6 milliards de l'autre. Parce qu'en matière d'importation, il y a ce qu'on appelle la déclaration d'importation. Tu fais la déclaration d'importation, tu peux dire, tu déclares 10 milliards et après, tu utilises seulement 4 milliards ou moins. Et maintenant, l'administration de la douane fait un contrôle a posteriori pour voir si, n'ayant pas tout utilisé, il y a eu fraude. C'est ce qui s'est passé dans le cadre de la société Congecam. On a contrôlé et on a clôturé le dossier et indiqué qu'il n'y avait pas eu de fraude douanière ni de fraude fiscale. Là, on vient prendre ça.
5 milliards multiplié par 2, dit que la pénalité c'est 10 milliards, plus 5 milliards, ça fait 15 milliards. Il prend encore 6 milliards multiplié par 2, 12 milliards, plus 6 milliards, ça fait 18 milliards. Et il additionne tout ça, il dit que Congé Kam a détourné 32 milliards. Fraude douanière, fraude fiscale, détournement des deniers publics, transfert illégaux des capitaux. Donc vous voyez que la CONAC fait un amalgame, ne fait pas son travail. Parce que, et je vous dis qu'elle fait ça parce que telle qu'elle est organisée, de façon structurelle, elle ne peut pas. Et je suis d'accord avec le président de la CONAC qui reconnaît qu'il faut lui donner davantage des moyens. Oui, et ce n'est pas les moyens financiers qu'il faut. C'est sur le plan structurel. Faire de la CONAC une autorité, la police judiciaire. C'est-à-dire qu'il peut trouver des gens qui peuvent débusquer les auteurs de corruption et les traduire directement devant la justice sans qu'il y ait besoin de passer par la police ou la gendarmerie. Et pas seulement ça, pour que la CONAC puisse y arriver, qu'est-ce qu'il faut? Et Dieu donne Massingamba, lui-même il a relevé, qu'il faut qu'il y ait, qu'on institue dans notre droit positif l'infraction de l'enrichissement illicite. Et c'est très important. Pour l'enrichissement illicite, c'est comme ça qu'on peut débusquer les auteurs de la corruption. Parce que la corruption, c'est dans le secret. Parce que ceux qui font la corruption, que ce soit la corruption passive ou la corruption active, c'est dans le secret. Mais elle est visible dans le train de vie. Et c'est là qu'on peut aller trouver. Et il y a également ce qu'on a appelé la déclaration des biens. Pour ceux qui gèrent les deniers publics, pour les ordonnateurs de dépenses et tout ça. Donc, c'est là, il faut ces deux instruments-là pour que la CONAC puisse être efficace. Le prochain jour, la CONAC dit essentiellement travailler sur la base de dénonciation. D'accord. Voilà. Et on parle de 11 pour l'année 2019, 11 390. Ça veut dire que les Camerounais adhèrent quand même. Avant de répondre à votre question, Serge-Alain, j'aimerais relever quelque chose. En réalité, le président de la CONAC, très intelligent, il a su justement ce qui peut captiver l'attention des Camerounais en balançant un chiffre. 1600 milliards. Nous tous, nous tombons dessus en disant que voilà, on a pu garder 1600 milliards quelque part. Moi, je rentre dans les missions premières de la CONAC. Les missions premières de la CONAC à sa création en 2006. C'était de prévenir, c'était d'investiguer, et puis c'était de dicter des trains de mesures pouvant juguler le phénomène de la corruption. Vous avez l'impression que la CONAC... Évidemment, je viens. Si on était en 2006, et là nous sommes en 2021, 15 ans après. Je vous dis, lorsque vous êtes dit en 2021, voilà, 2020, 14 ans après. Lorsque je prends, souffrez encore quelques jours. Hein. Lorsque je prends l'Arcelou, Douala et Yaoundé, je me rends compte qu'il y a des régies financières privées tout le long de cet axe-là. Vous avez des personnes abourant des tenues de gendarmes sous des parasols et qui ne font aucun effort, mais perçoivent à un rythme effréné. Des personnes aborantes ne sont pas des gendarmes. Je veux parler des gendarmes. Je préfère ne pas dire que... Cela vous donne l'impression que ce ne sont pas... Voilà. Je préfère dire que... Parce qu'en réalité... Ce n'est nulle part écrit que les gendarmes devraient mettre des parasols au bout. C'est ça votre problème, mais il y a le soleil. Vous voulez qu'il... Permettez que j'ai parlé de régie financière privée. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que en réalité, ces parasols sont des endroits d'encaissement de l'argent. Vous voyez les chauffeurs transporteurs qui viennent, garent la voiture, soit avec le dossier, court, va, et le rôle du gendarme, c'est juste de prendre, ouvrir, enlever le 1000 francs qu'il y a dedans et continuer. Et là, ça se passe sur l'axe Douala Yaoundé, au moins 2-3% comme ça. Vous voulez que la CONAC s'intéresse à ce phénomène-là? Je suis sur le transport, je suis dans le domaine du transport. Ça fait, je crois, un mois où un acte de corruption à ciel ouvert a défrayé la chronique dans une salle d'audience ici, où on dit des avocats qui reconnaissent avoir donné de l'argent à un magistrat pour rendre une décision de justice. Je crois que ce n'est plus un secret. Dans les lycées et collèges, on sait que pour inscrire un enfant en classe de 6e, il faut payer 100 000 francs. Donc, entre 2006 et 2020, où on a créé une structure pour combattre, pour annihiler le phénomène de corruption, je me rends compte qu'aujourd'hui, plus que hier, parce qu'aujourd'hui, c'est entré dans les mœurs, ça n'émeut personne. Est-ce que le secrétaire d'État à la Défense ne prend pas l'Arcelou Douala Yaoundé Bafoussam pour voir ce qui se passe avec les gendarmes au bord de la route là?
il le fait. Le ministre de la Défense, il est sur ses axes tous les jours. Il voit bien comment est-ce que les éléments se comportent là-bas. Le patron de la police, est-ce qu'il ne passe pas sur ces routes-là pour voir comment les policiers font? Donc finalement, on a comme l'impression que tout est normal. Et c'est pour ça que le président de la CONAC, lui, il a trouvé son tapioca et il vous balance le chiffre comme ça pour que vous le laissez faire. En réalité, si j'avais un message à adresser au chef de l'État, c'est de dissoudre cette histoire de la CONAC et puis de créer une institution. Bien sûr. Parce qu'en réalité, si vous créez une institution avec des missions bien définies et qu'aujourd'hui la corruption est plus qu'à ciel ouvert, je vous dis, il y a de cela un mois, maître, vous êtes mieux placé. On parle de corruption dans une salle d'audience. C'est-à-dire qu'un des avocats qui aurait, je préfère utiliser le conditionnel, qui aurait donné de l'argent à un... Et ça coûte. Donc, quand vous avez des faits comme ceux-là et qu'on a créé une institution qui vit aujourd'hui avec un budget des milliards en début de chaque année, qui a un personnel, ils aiment bien se pavaner avec leurs véhicules et puis des macarons qu'on a, tout ça, encore que. Maître a parlé tout à l'heure d'un dysfonctionnement organique même. Comment voulez-vous, je vais vous prendre un petit exemple. Il y a cela quelques années, le Consupé va en mission à la Sodécoton. Il va contrôler les fonds publics du côté de la Sodécoton. Et le fonctionnaire du Consupé qui arrive à la Sodécoton, après sa mission, il a émargé 1 million de francs dans les caisses de la Sodécoton. Pour la CONAC, c'est de la corruption. La CONAC a fait un rapport pour appeler ça la corruption. Sauf que 2 semaines, 3 semaines après, le Consupé, qui est dans son rôle de contrôler la gestion des deniers publics, de toutes les entités publiques, envoie la même personne qui avait émargé 1 million et qui avait été décriée par la CONAC, l'envoie comme vice-président d'une commission pour aller enquêter sur la CONAC. Vous vous attendez à quoi? Et c'est de là où il y a une affaire qui a défrayé la chronique, où on a commencé à accuser la CONAC de percevoir de l'argent. Donc vous voyez, quand on parle toujours au niveau de son dysfonctionnement, l'actuel président de la CONAC, il a été nommé en 2010. Nous sommes en 2020. Ça fait 10 ans. Vous pensez que même pour la gouvernance d'entreprise, le responsable d'une institution comme celle-là devait mettre autant de temps dans un même poste? C'est autant de choses qui font croire que moi, je reste convaincu que le président de la République, la bonne décision qu'il peut prendre pour combattre la lutte contre la corruption au Cameroun, c'est de dissoudre cette affaire et puis de créer une autre entité avec des pleins pouvoirs. Elie Dioma, vous êtes pour cette solution? Parce que beaucoup ont pris des exemples ici. Hein. Et au-delà des exemples, M. Serge Alain, la corruption, c'est un risque normal pour un État. Oui. Je ne vous apprends rien pour le classement du Cameroun dans l'indice de corruption par Transparency International. Quand j'entends nos débats, j'ai l'impression que nous sortons de la réalité. En ce sens que notre pays est devenu, pour la réalité de la corruption, une manière de vivre. À partir du moment où ça devient une manière de vivre, c'est pour ça que tout à l'heure, d'entrée de jeu, je vous disais, quelle que soit l'action qui soit menée, pour récupérer le peu possible, je suis content. Quant à dissoudre le CONAC, non. Pour créer une autre entité plus efficace. S'il vous plaît. Vous évoquez parfois des chiffres. Je vois ici que la CONAC, dans un rapport en juillet 2020, a dit qu'ils sont passés de 482 dénonciations la première année à 23 048, soit 4 682% quant à la dénonciation. Ça veut donc dire que même le Camerounais est prêt à dénoncer parce qu'il se trouve aujourd'hui asphyxié. Oui, bien sûr. Deuxièmement, on a évoqué tout à l'heure quelle cible doit être la sienne. Je crois quand même que pour être honnête, si l'on considère notre pays que nous connaissons très bien, c'est un boulot difficile. Vous avez évoqué partout où il y a corruption. N'oubliez pas que même en famille, il y a corruption. Oui. Alors, croyez-vous qu'une institution comme celle-là soit capable de lutter contre la corruption? Franchement, je crois que non. Ils ont la capacité de faire bouger les choses, d'avancer progressivement. Je suis plutôt d'accord avec son président qui dit « il nous faut des moyens ». Et à partir de ce moment-là,
il faut que ces moyens qui sont mis en place soient contrôlés. Il demande les moyens et des pouvoirs. Et aussi. des pouvoirs. Oui. Je vais vous dire une chose. Nous avons parlé tout à l'heure des cibles. Alors, quand je regarde la CONAC est plus spécialisée sur tout ce qui est corruption des marchés publics. Donc, la plus grande portion de ce qu'ils récupèrent là ressort dans les marchés publics. Puis, les dénonciations qui peuvent venir un peu de partout. Cela étant, je retiens une chose du président de la CONAC qui dit lui-même que pour renforcer cela, il faut un système judiciaire responsable et transparent, pilier essentiel de la bonne gouvernance. Alors là, nous touchons la réalité. La corruption chez nous, c'est un problème de gouvernance. Or, sur votre plateau, Serge, je crois que c'était dimanche, un éminent professeur de droit, de manière très imbue, a dû dire à M. Edmond Kamga qu'à l'école, on leur enseignait que gérer, c'est prévoir. C'est ce genre de slogan qui enfonce le Cameroun chaque jour. Car gouverner, c'est un art. Et cet art, c'est celui de faire valoir son imagination pour toute personne qui gouverne, pour mettre son intuition, sa connaissance et ses compétences à l'administration et à la gestion. Fort est de constater que chez nous, ce n'est pas ça, puisqu'en fait, cette gouvernance-là a deux piliers, l'autorité et le pouvoir. Et vous allez me permettre de casser ou bien de tordre le cou aux idées conçues qui nous font croire chaque jour que le pouvoir s'arrache. C'est le pire des mensonges. L'autorité s'arrache. Or, cette autorité s'arrache parce que, comme vous le voyez, voilà le Cameroun depuis 2 ans. Je ne sais plus à combien d'élections nous sommes. On peut en compter. On est déjà au moins 4 parce qu'on cherche à avoir de l'autorité. Sauf que cette autorité n'est valable, Serge Alain, que parce qu'elle est ancrée dans des règles, dans des lois, dans tout ce que nous avons fixé pour réguler notre pays. Or, il s'est fait que l'autorité qui remet en cause sa justice perd sa légitimité. Or, le pouvoir est donc utilisé en termes de coercition, et vous voyez que la population se trouve dans une situation aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans notre pays, avec le NOZO, avec tout ce qui peut se passer. J'entends tout à l'heure le journaliste qui parlait de corruption à la justice. Je crois qu'il ne faut pas stigmatiser. Si nous prenons toute notre vie au quotidien, c'est de la corruption. Et tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, on ne peut résoudre ce problème de manière objective que si le pays se met dans une logique d'une gouvernance logique. Ça veut dire dans une gouvernance où la justice est capable de dire son mot, l'exécutif a son mot et le pouvoir en place gère. Parce que nous aurons discuté toute la soirée, je crois que c'est demander à une structure comme la CONAC de faire mieux dans l'environnement que nous connaissons, c'est de l'utopie. Ok. Justement, Serge Gauthier Onanina, la CONAC a son numéro vert, le 15-17, où les gens peuvent dénoncer, mais beaucoup ont l'impression que ils demandent qu'après la dénonciation, qu'il y ait punition. Les commandants ont l'impression que ça ne suit pas toujours. On dénonce, ça s'arrête là, on ne punit pas. Avant de vous répondre, je voudrais répondre à mon compagnoniste d'à côté qui disait qu'il y a eu corruption dans un tribunal, dans un palais, dans une salle d'audience, où était la CONAC. Mais vous concrétisez parce que... Non, je n'ai pas demandé... Non. Permettez que j'aille au bout de ma pensée. Vous avez le temps de me contredire, on va vous passer la parole. La justice est au bout du processus. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas constater un acte de corruption et la renvoyer à la CONAC. Parce que c'est elle qui juge. C'est devant elle. La CONAC n'a même plus à commenter parce que c'est devant les juges. Donc elle n'a plus à s'intéresser, elle n'a même plus à évoquer. Elle peut dire il y a une situation comme ça, comme évocation. Mais c'est devant le juge, c'est constaté devant le juge. Donc la CONAC n'a plus rien à dire dessus. On ne peut donc pas lui se plaindre de ce qu'elle ne se soit pas saisie du problème. Puisque même si elle s'en saisit, ça va être acheminé. C'était pour des questions de cohérence.
tout simplement. Bon, je peux réagir par rapport. Je n'ai jamais dit. Je pense que peut-être vous pouvez me prêter autre chose, peut-être par ces paroles-là. Parce que ce que je disais, c'est qu'en réalité, je parlais un peu de ce que les actes de corruption sont devenus des phénomènes des plus normaux. Okay. Et c'est pour ça que j'ai dit que dans une salle d'audience, voilà, on a parlé d'actes de corruption. Comme j'ai pris l'exemple de l'Arcelor-Douala, on est pour dire qu'il y a des régies financières privées. C'est des choses que je ressortais pas pour parler. Serge Gauthier, allez-y. Et je suis, avant de vous répondre également, je suis très d'accord avec vous, doyen, parce que insuffisance des résultats ne doit pas signifier déni d'un travail qui est fait. Ce que nous demandons justement à la CONAR, c'est qu'elle fasse mieux. Et elle-même reconnaît qu'elle peut faire mieux. Oui. Et l'indicateur de l'évolution de 482 dénonciations au départ à sa création aujourd'hui est un indicateur très positif. Je l'ai aussi noté. C'est-à-dire que si les Camerounais sont plus de 20 millions à commencer à dénoncer, à appeler la CONAR, c'est au moins pour 2 ou 3 raisons. La première, c'est qu'il y a un espoir de ce que leur problème serait résolu, trouverait satisfaction. Mais est-ce le cas? À chacun de juger. La deuxième des choses, c'est qu'il y a de nouveaux outils de dénonciation. Avant, il fallait s'asseoir pour rédiger une longue correspondance. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, j'appelle, vous avez donné le numéro, c'est le 15-17. Le 15-17. Si on boude, je balance ça, je relais ça, ils seront obligés de s'en saisir parce que ça va faire le tollé. Voilà. Il y a les médias également. Voilà. Ces outils-là aussi, aujourd'hui, sont des adjuvants, avec leur côté pervers et vicieux, mais des adjuvants pour la dénonciation de la corruption. Maintenant, il faut que, justement, la CONAR elle-même reconnaisse qu'elle n'a pas tous les pouvoirs, tous les leviers nécessaires. En plus de ces pouvoirs renforcés, il lui faut une expertise capable. On a évoqué des cas où la CONAR identifie un problème de corruption et ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'il y a un déficit, soit de compétences, soit d'expertise. Il est donc question de faire son audit et son diagnostic réel. Pas la fermer, parce qu'elle a déjà commencé à faire des résultats, mais qui ne sont pas satisfaisants. Il faut donc faire son diagnostic pour identifier ses faiblesses, ses manquements et les corriger. Parce que, à défaut, au lieu de la fermer pour avoir une autre institution, peut-être qui va venir recommencer, il y a déjà quand même une satisfaction de ce que les Camerounais voient quand même qu'il y a 1600 milliards, même si c'est en 10 ans, et que ça représente 165 milliards l'an ou 275 milliards l'an de protéger. Donc moi, c'est ce que je vois, Serge Alain. Je dis insuffisant en termes de résultats, mais nécessité d'améliorer. Et cette CONAR doit elle-même comprendre le message des Camerounais. Ils étaient 482. Ils sont plus de 20 000. Ça veut dire qu'il y a une attente forte. Ouais. Et le président de la République et le Parlement, donc, qui font partie des institutions qui ont la capacité de renforcer le pouvoir de cette CONAR, doivent également se saisir de ce rapport et donner donc, sur le plan juridique et organisationnel et organique, les compétences et les pouvoirs nécessaires à la CONAR pour pouvoir répondre à ces attentes de la population. Évidemment que la corruption est un phénomène mondial. Quand je venais à cette émission, je suis allé, je me suis dit, est-ce qu'on parle trop de corruption? Moi-même, j'ai des doutes sur mon pays. Je suis allé dans un rapport des Nations Unies et les phrases les plus fortes qui ont été utilisées là-bas, c'est que c'est un phénomène mondial inévitable. Ça veut dire qu'elle est partout. On peut quand même, à défaut de l'éradiquer, oui, on peut quand même l'atténuer. Voilà, Maître Fidèle Djoubissi, rapidement, pour terminer cette première partie. Moi, je pense que la CONAR est une institution budgétivore. Et je pense que Léopold Shenjou a bien fait de relever tout à l'heure en indiquant que il faut dissoudre la CONAR, ou je ne suis pas un nihiliste, il faut faire la réforme. Il faut faire la réforme de la CONAR pour qu'elle soit plus efficace pour combattre ce fléau qui fait tant mal aux Camerounais. Et
Et il faut relever que le Pochidou l'a bien fait d'indiquer tout à l'heure qu'au moment où le contrôle supérieur de l'État s'est rendu à la CONAC, le contrôle supérieur de l'État a réalisé que la CONAC aussi était dans les malversations financières. C'est-à-dire, pour ce qui est de leurs indemnités, c'était tellement faramineuse qu'on se demandait si on est toujours au Cameroun, on parlait de 6, 7, 8 millions de francs CFA par mois. Donc, je n'ai rien contre les membres de la CONAC, mais je dis que le plus souvent, les chiffres qu'ils avancent ne sont pas exacts, ne sont pas en phase avec la réalité, et le plus souvent, la CONAC est instrumentalisée contre certaines personnes, le cas de Congé comme épatant, et bien d'autres. Attendez bien. Oui. Donc vous dites que ça n'avait rien à voir avec la réalité. Ça n'avait rien à voir avec la réalité, c'était tous des chiffres qu'il fallait monter comme ça pour indiquer que la CONAC travaille. Pourtant, elle ne fait vraiment pas son travail, et comme on l'a relevé tout à l'heure, c'est que elle ne dispose pas suffisamment des moyens, et nous, au Mouvement pour la naissance du Cameroun, c'est ce que nous avons toujours dit, qu'il faut qu'il y ait la déclaration des biens de l'article 66 de la Constitution, et qu'il faut également, attendez, quand je finis, vous allez prendre la parole. Donc, je dis qu'il manque des instruments, il y a une insuffisance d'instruments. Nous avons parlé tout à l'heure de l'infraction sur l'enregistrement illicite. Et également, il y a la déclaration des biens de l'article 66, article 66 de la Constitution qu'il faut mettre en pratique pour que la CONAC puisse être efficace. Moi, je ne suis pas d'accord avec M. Eric quand il parle des marchés publics. Il dit que la plupart des fonds dont la CONAC parle, c'est des marchés publics. Bon, parce que s'agissant des marchés publics, la CONAC peut travailler au niveau des attributions des marchés publics. C'est là où on peut voir la corruption. Au niveau de l'exécution, on ne voit pas la corruption parce qu'il y a des organes de contrôle de l'exécution. Et quand vous ne l'exécutez pas, il y a mauvaise exécution et on peut poursuivre l'adjudicataire du marché pour mauvaise exécution ou bien pour une exécution. Yes. Et on peut le poursuivre pour détournement des deniers publics. C'est au niveau de l'attribution, la commission d'attribution. Et quand il y a concours dans l'attribution, il faut justifier parfois. Il y a même corruption dans l'exécution. Oui, donc, merci, on revient après le journal. Merci maître, merci à vous. Il est déjà là. Bonsoir Cédric, comme menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités ce soir. Nous reviendrons sur cette mission du Premier ministre dans le Sud-Ouest. Vous le savez, il a désamorcé une bombe sociale parce que certains chefs traditionnels étaient en train de lancer une vendetta contre leurs propres frères venant du Nord-Ouest, les accusant et les soupçonnant d'être parmi ceux qui sont les meurtriers et les kidnappeurs d'un chef décédé il y a quelques jours. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Vous le savez, nous sommes à une semaine du réveillon de Noël et les poches des Camerounais sont bien vides. Comment vont-ils résoudre l'équation de faire plaisir à la famille durant les fêtes de Noël? Quels sont les accessoires présents sur les marchés? Comment dans l'arrière-pays l'on s'organise? La tête et le cœur ne sont pas vraiment à la fête. Nous en parlerons dans quelques instants. Et également, nous évoquerons dans ce journal cette rencontre des experts comptables de la CEMAC qui attire l'attention des pouvoirs publics de la sous-région Afrique centrale sur la transparence dans la comptabilité publique et la gestion des finances publiques afin de pouvoir sortir du cycle de la crise économique en Afrique centrale. Des experts qui s'expriment dans quelques instants. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. Le rendez-vous, il est pris pour une trentaine de minutes pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de Léopold Le Chendiou, Serge Gauthier, Onanina, Maître Fidel Djoubissi et Elie Tchebman pour le débrief du journal. Dans quelques minutes, donc, madame, monsieur, le 20h de Cédric Noufélé. 7 conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus. 1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon.